Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons voir ensemble la clôture weekly du Bitcoin. Nous allons l'analyser, voir quelles indications est-ce qu'elle nous partage. Est-ce qu'on doit s'attendre ici à une forte correction ou est-ce qu'à l'inverse, on a un Bitcoin qui est fort, qui nous a partagé une très bonne clôture weekly et que nous avons de belles probabilités d'essayer de repartir plus haut? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va évidemment aussi analyser la Bitcoin dominance en weekly. On va aller analyser Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar. Et on va voir ensemble aujourd'hui une news aussi très importante qui a impacté le marché crypto-monnaie. FTX serait insolvable. Attention, les utilisateurs de FTX sont peut-être en danger. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et par la même occasion, nous allons procéder à la présentation du token Ago de Agora Bank. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission qui risque d'être extrêmement complète, mais surtout super intéressante. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 7 novembre 2022 et il est 10h37 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly. Ça fait quelques semaines que nous n'avons pas eu l'occasion de réaliser la fameuse émission weekly du lundi et ça tombe bien, c'est exactement celle-là que nous allons voir aujourd'hui ensemble et je sais qu'elle vous plaît énormément. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ça vous permet d'avoir une vision moyen et long terme du marché crypto-monnaie et de ce qu'il s'y passe, le tout en une seule vidéo. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout et si ça vous fait kiffer d'avoir cette fameuse émission weekly, n'hésitez pas juste avant d'entamer à laisser votre meilleur like et à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les analyses quotidiennes. Ça me ferait super plaisir et surtout ça me permettrait de continuer ici à évoluer en termes de professionnalisme sur la chaîne. On est du coup ici sur le Scalpex Index, on a un crypto fear and greed dans la peur 33. L'évolution en termes de psychologie du marché n'a vraiment pas changé grand chose lors de ce week-end et même lors de la semaine précédente. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de peur. Pour l'instant, il n'y a pas non plus beaucoup d'euphorie. Donc on est vraiment sur un marché qui est plutôt instable ici en termes de psychologie. Qu'est-ce que ça nous partage comme indication? Ça nous montre tout simplement que le marché ne sait pas dans quelle direction on risque de partir. Donc aujourd'hui, les investisseurs débutants sont prêts à tout. Ils ont peur que ça crache, mais ils ont aussi peur ici de rater le train. Donc ils ne savent pas trop quoi faire. Ils sont un petit peu dans cette phase où ils sont complètement perdus. Et vous le savez maintenant, cette information veut nous dire que normalement, d'ici peu, là, début de semaine je pense, on risque enfin d'avoir une belle décision, donc un fort mouvement dans un sens comme dans un autre, mais ça de toute façon on va le voir ensemble sur les graphiques, mais cela veut simplement dire que du coup le marché est sans doute mûr et qu'on risque d'avoir une forte décision d'ici peu, donc ça veut dire un mouvement assez important qui risque ici de s'appliquer au marché crypto, donc restez prudents et restez bien avec moi dans l'émission, on va aller voir un petit peu à quel type de mouvement est-ce qu'on pourrait s'attendre. Un social index sur up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors comme vous le voyez pour l'instant 4 heures. Tout ce qu'on a à se dire c'est que on est dans cette disposition de M-top pour l'instant qui vient de se valider. Donc pareil, reprise de la dynamique baissière maintenant à court terme. On est ici seulement en 4 heures. Ce M-top nous a ramené directement sur une zone de support qui est clé, donc qui était anciennement une zone de résistance. Pour rappel, c'était cette zone de résistance qui nous avait rejeté ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et au bout de 7 fois seulement, nous avons réussi à nous en extraire par la suite. Comme vous le voyez ici même, on a eu un petit peu de mal sur ces différents tops. On a réussi à s'en extraire. On est en train de la retester en tant que support. À voir maintenant qu'est-ce qu'il va se passer. Est-ce que cette zone va permettre au prix de continuer à jouer sa zone de support, donc à trouver simplement un rebond dessus pour commencer ici à s'extirper et à nous permettre ici bien évidemment de développer la fameuse figure de double bottom que vous connaissez maintenant, ou est-ce qu'on risque ici de se renfoncer dans cette zone et donc évidemment de la lâcher en tant que support qui devienne résistance, et donc là ça risque d'être vraiment un très mauvais signal parce que nous sommes ici tout simplement en plus de ça rejetés d'une zone pivot. La zone pivot du range, pour vous montrer un petit peu, c'est directement ce rectangle rouge. Là pareil, une zone qui nous avait rejeté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
ici une 5e fois puisque par la suite on a directement réintégré et on est revenu à son contact. Donc ça fait 6 retouches de cette zone de résistance, on n'arrive pas à s'en affranchir, c'est une zone qui est directement sauvée par les vendeurs. On est bien ici sur la zone pivot. La zone pivot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on s'en extrait, alors on revient directement dans la borne haute entre les 24 273 et les 23 783, et si on s'en fait rejeter, eh bien on revient dans la borne basse qui nous ramènerait ici aux 18 500 $ environ. Donc restons extrêmement prudents. Pour l'instant, on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent qu'on est en train de s'essouffler au contact de cette zone pivot. On est en train de mettre en place une disposition baissière. On revient tester une zone de support clé. Actuellement, on est vraiment ici sur la zone, j'ai envie de dire, qui risque de nous donner l'indication nécessaire. Si on la casse à la baisse, c'est directement retour dans les bas-fonds et donc dans le bas du range. Absolument aucun souci avec ça. Si on arrive à la tenir, il faudra réussir à s'affranchir des 21 465 $ afin de nous assurer que le W du coup soit bien valide et qu'on récupère une dynamique haussière. Donc restez extrêmement prudent. C'est ici évidemment à court terme puisqu'on est en 4 heures. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'on risque ici de corriger fortement et attention à nos portefeuilles? Est-ce qu'au contraire on risque d'avoir une belle ascension haussière? Eh bien c'est ce qu'on va aller voir. Mais juste avant ça, on va passer à la news sur FTX. Difficile en ce moment de passer à côté, cela fait quoi, 24 heures, peut-être maximum 48 heures, donc on est vraiment sur de l'information d'insider, que sur Twitter, ici tout le crypto FR s'enflamme, car il y aurait ici un problème de solvabilité de la part de FTX, et ça a été démantelé de manière assez intelligente, assez intéressante, donc on va essayer ensemble de voir ce qu'il se passe. Ça a été dans un premier temps ici le mouvement de foule qui a été réalisé. Ce mouvement de foule a eu lieu directement suite à un tweet qui a été posté de la part de CZ, donc le dirigeant actuel de Binance, qui est venu clôturer une très grosse position qu'il détenait sur FTX et surtout qu'il détenait sur le token, donc l'utility token de l'exchange, qui n'est d'autre que le FTT. Donc une très grosse position que détenait Binance a été directement bougée de FTX vers Binance directement. Ici, ils parlent de commencer à essayer de vendre un maximum de leur position sur le FTT dans les prochaines semaines et mois à venir. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas tout écouler parce que évidemment, ça ferait dumper le marché. Et à ce moment-là, ils auraient des gros problèmes avec la SEC. Mais entre-temps, il y a quand même ici de belles ventes qui sont en train d'être réalisées, tout simplement à cause d'un bruit qui court. Mais un bruit qui court qui est quand même un petit peu fondé, et on va voir ça ensemble, qui dirait que FTX est en réalité insolvable, malgré le fait qu'ils aient énormément d'utilisateurs, malgré le fait qu'ils aient beaucoup de frais de transaction au quotidien. Il paraîtrait que FTX soit insolvable. Et tout simplement ici, bon, on a un petit tweet qui nous est partagé de la part de Cesario.eth, qui nous partage lui-même un tweet qui est directement pris du compte anglais Look On Chain, donc tout simplement pour vous donner les sources des informations. Donc il nous dirait ici que Alameda Research, qui serait la société d'investissement créée par Sam Bankman-Fried, aussi CEO de l'exchange FTX, au début du mois, une source interne à Coindex montre qu'Alameda Research a une trésorerie de 14 milliards de dollars qui est composée de 1/3 de tokens en FTT. Donc cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, le créateur de FTX a un fonds d'investissement, un gros fonds d'investissement qui aujourd'hui est très bien valorisé et qui en plus de ça a une trésorerie de plus de 14 milliards de dollars. Et sur ces 14 milliards de dollars, il y a une position qui prend 1/3 de toute leur trésorerie qui est uniquement en FTT, donc dans le token natif de FTX. Donc la masse de tokens qui possède Alameda Research équivaut environ à 180% de la supply du FTT. C'est clair, FTX imprime donc du coup des FTT pour les envoyer à Alameda, qui peut justifier une trésorerie supérieure pour lever des fonds. Donc là, en gros, c'est évidemment une accusation qui est faite pour dire que Sam Bankman est actuellement en train d'imprimer des nouveaux FTT, qu'il en remet en circulation et qu'il vient directement racheter avec sa société de fonds d'investissement. Et donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Et bien de ce qui est dit, ça lui permettrait à lui évidemment d'avoir une valorisation de son fonds d'investissement plus importante, et donc qui dit une valorisation plus importante dit évidemment qu'il peut lever des fonds bien plus facilement pour créer de nouveaux projets, pour continuer d'investir, etc. Bref, ça lui permet de gagner en crédibilité. Sauf que vous l'aurez compris, il fait ça du coup de manière très opaque. On n'est pas ici tout simplement sur un fonds d'investissement avec des fonds investis sur des actifs qui lui permettent de créer des rendements et d'avoir une plus grosse trésorerie. Il se pourrait que Sam Bankman ait créé des nouveaux FTT, qu'il ait mis en circulation et qu'il les fait racheter directement par son fonds d'investissement afin ici de pouvoir avoir un maximum de FTT et donc de pouvoir valoriser un maximum
maximum sa société. Et donc cette technique, elle était déjà utilisée par Celsius Network et c'est pour ça que je vous en parle, parce que Celsius Network, vous le savez maintenant, ils sont en train de faire faillite. La plupart des investisseurs qui avaient leurs fonds dans Celsius n'ont pas pu sortir leurs fonds, donc attention pour tous les membres de la Team Logic qui est actuellement sur FTX, qui avaient des fonds. Il est vrai que pour se mettre en sécurité, il vaut mieux dans un premier temps prendre ces fonds, les mettre sur un nouvel exchange et attendre de voir que la rumeur se calme et attendre de voir ce qu'il va se passer. C'est très important de à minima se mettre en sécurité. Ça va vous coûter quelques dizaines, peut-être centaines de dollars de frais tout au plus, mais ça peut vous sauver tout votre capital investi sur la plateforme. Donc vraiment, ici ce n'est pas un conseil en investissement une fois de plus, c'est du bon sens. On cherche ici simplement à se mettre en sécurité. S'il venait à y avoir une Celsius bis, donc une Celsius numéro 2, eh bien évidemment je ne veux pas que les membres de la Team Logic soient à l'intérieur. Donc restez prudents ici, et pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que ce scandale s'est passé, ce serait simplement de créer un token, donc un FTT, augmenter son prix, faire des gains, montrer ses gains aux investisseurs, lever des fonds et répéter encore et encore l'opération. Donc on crée un token, on vient ici faire en sorte d'augmenter son prix, on fait des gains dessus et une fois qu'on a fait des gains dessus, évidemment, à ce moment-là, notre trésorerie est plus importante et ensuite on peut lever plus de fonds et on répète encore et encore l'opération. Donc attention, puisqu'on nous dit ici que 93% des FTT sont détenus par seulement 10 adresses. En moyenne, 200 wallets Ethereum interagissent avec le token FTT tous les jours, c'est 10 fois moins qu'avec Chainlink. Donc on est vraiment ici en train de nous montrer que potentiellement la majorité des transactions qui sont faites par des très gros portefeuilles et toujours les mêmes, mais qu'il n'y a pas en réalité autant de transactions qu'on a l'impression avec beaucoup d'utilisateurs, comme on peut le voir sur un certain nombre d'exchanges ou sur un certain nombre d'utility tokens. Et donc on nous dit là que le token FTT, il est donc très peu liquide et très concentré, avec du coup très peu de personnes qui ont la main mise sur la majorité des tokens en circulation. Et là vous le savez, ça pose un problème de centralisation et ça peut poser un énorme problème, puisque si ces personnes, ces grandes entités venaient à vendre leur FTT, ça pourrait vraiment créer un énorme drama de liquidité et ça créerait un énorme drama dans le prix du token FTT. Donc attention les amis, vraiment ça fait ici énormément de choses qui nous montrent qu'on doit absolument se mettre en sécurité. Tout n'est pas encore forcément fondé, mais quand je vois que ni Sam Bankman ni FTX officiel sur Twitter ne donnent de réponse tangible pour essayer de se défendre contre ces arguments, je pense vraiment que dans tous les cas, on a bien moins à perdre en essayant d'aller sur un autre exchange et en se mettant en sécurité qu'en laissant tous nos fonds sur la plateforme. Donc mettez-vous en sécurité, j'espère que vous avez bien entendu le message. On est ici potentiellement sur une rumeur, ça peut être de la FUD, mais étant donné qu'il n'y a pas de réelle réponse pour l'instant de la part des dirigeants de FTX, je préfère me mettre en sécurité et donc évidemment sortir mes fonds de la plateforme. Toc toc toc, mais qui est là? Serait-ce ici la partie numéro 2 que vous attendiez tant, hein? Regardez le nombre de messages qui ont été proposés dans l'émission spéciale sur Agorabank, l'émission de présentation. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite fortement à aller la voir directement afin de comprendre ce dont nous allons parler dans les quelques minutes qui suivent. Comme vous le voyez, on a eu énormément de messages, la vidéo vous a extrêmement plu. Je pense que vous êtes vraiment très excités par ce projet, cette plateforme bancaire décentralisée, complètement révolutionnaire. Comme vous le voyez, ça défile, vous avez été très nombreux. Et donc pour cette raison, nous allons venir à la partie numéro 2 de cette présentation de Agorabank. Pour rappel, dans l'émission spéciale, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, nous avons parlé ensemble du projet d'une manière externe. Qu'est-ce que le projet? Est-ce que la team est bonne? Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de développement par la suite? Et bien aujourd'hui, nous allons parler du jeton, donc du token directement du projet Agorabank qui porte le nom du Ago, A-G-O, c'est vraiment très simple. Nous allons rapidement voir ensemble aujourd'hui, eh bien qu'est-ce que le Ago, à quoi est-ce qu'il va servir et est-ce qu'il serait intéressant potentiellement d'essayer d'investir dessus. Une fois de plus les amis, juste avant de vous présenter le Ago, n'oubliez pas une chose, c'est que vous devez faire vos propres recherches. Donc il y a la première vidéo de présentation déjà qui va vous permettre de mettre un premier pas dans le projet et de comprendre quelle infrastructure est-ce qu'il y a tout autour. Et deuxièmement, allez faire vos propres recherches. Assurez-vous évidemment de toutes les informations qui vont être partagées. Donc le projet nous annonce que le jeton Ago fonctionnera nativement à la fois sur
la Binance Smart Chain, à la fois aussi sur le réseau Ethereum, ce qui va permettre tout simplement de profiter pleinement de l'expansion de la DeFi. Donc lorsqu'on souhaite utiliser la finance décentralisée, il est vrai que si le Ago ne supportait qu'une seule blockchain, ce serait un petit peu compliqué, il faudrait à chaque fois faire des swaps, etc. Ici, non, on est sur les deux plus grosses blockchains du marché aujourd'hui, donc qui vont permettre de pouvoir supporter un certain nombre de tokens, vachement intéressant. Ça va nous permettre une fois de plus de nous faciliter le travail et d'éviter d'avoir maintes et maintes actions à devoir réaliser afin de pouvoir enfin avoir ces tokens Ago sur un exchange décentralisé. Donc là, ici, c'est cool. On a un premier point qui nous montre que ça va être beaucoup plus simple pour nous et qu'ils nous ont pré-mâché le travail. Comme d'habitude, vous le savez, la chose la plus importante sur un token pour un projet, c'est la tokenomics. Donc c'est simplement l'utilisation du token. Comment est-ce qu'il va être utilisé? Quelles sont les règles qui y sont appliquées? Est-ce qu'il va y avoir une quantité qui est fixe ou est-ce qu'il va y avoir une quantité qui peut encore augmenter dans le temps? Ça, c'est très important lorsqu'on est investisseur et qu'on souhaite s'assurer évidemment d'essayer d'investir sur un token qui peut nous permettre de réaliser des profits sur les mois ou années à venir. Et on voit du coup évidemment ici, en traduction française, qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande qui a été appliqué. Donc comme d'habitude, vous le savez, chaque crypto-monnaie fonctionne sur le même principe, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc s'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, le prix augmente. S'il y a énormément d'offres mais très peu de demandes, eh bien le prix baisse fortement. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument s'assurer que nous ayons ici de bonnes métriques, de bons paramètres. Alors ils nous disent ici qu'il y a un approvisionnement qui est limité, donc on parle ici de la supply. Ils ont fixé le nombre de jetons Ago maximum en circulation de 300 millions d'unités. Je vous rappelle ici que c'est un utility token, donc que potentiellement tous les clients de Agorabank risquent d'en détenir et de vouloir les utiliser afin de pouvoir profiter pleinement des différents outils que met en avant Agorabank. Donc pour rappel, 300 millions sur un utility token, ça va encore. On est ici sur quelque chose qui est restreint, on n'est pas sur une quantité qui est complètement folle. Il va falloir évidemment par la suite s'assurer que la demande est présente sur le token afin ici de pouvoir diluer ces 300 millions de tokens et éviter d'avoir une pression vendeuse trop importante. Donc là pareil, évidemment c'est à nous en tant qu'investisseurs de nous assurer de tout ça. Ils disent bien évidemment que aucun jeton supplémentaire ne sera émis, donc dans tous les cas on peut ici s'assurer d'avoir 300 millions de tokens Ago en circulation et pas un seul de plus. Et comme vous allez le voir, Agorabank ne s'arrête pas là et une fois de plus ils ont mis en place un nouveau système qui va être un système qui va permettre au Ago de devenir plus rare étant donné qu'il va y avoir un système de burn. Alors déjà dans un premier temps on a une distribution qui est limitée avec un objectif de limiter un maximum le nombre de jetons Ago disponibles sur le marché. Je vous rappelle que plus il y a de jetons Ago sur le marché, donc qui sont directement en circulation, au plus il y a une pression vendeuse importante puisque si le Ago vient à réaliser une performance ne serait-ce que de 30, 50, 70%, eh bien toutes les personnes qui détiennent des Ago, il va sans doute y en avoir un certain nombre qui vont se mettre à vendre et à prendre leur profit. Et donc évidemment, plus il y a de tokens qui sont mis en vente, plus la pression vendeuse est importante et au plus derrière, il faut vraiment une pression acheteuse très forte afin de maintenir le cours du Ago. Donc pour cette raison, évidemment, il est très important pour Agorabank de limiter le nombre de Ago qui sont disponibles et ici, comme ils le disent, une augmentation soudaine de l'offre de jetons Ago peut faire baisser le prix du jeton puisque comme je vous l'ai dit, si on vient mettre plus de Ago encore en circulation, il risque d'y avoir une pression vendeuse plus importante et donc ça veut dire que la demande baisse et l'offre ici augmente et à ce moment-là, comme vous le savez, le prix du token vient chuter. Donc heureusement, évidemment, Agorabank a pensé à ça. Ils ont mis en place une bonne tokenomics, ils ont mis en place ici cette quantité et cette distribution de Ago qui sont limitées. Alors les jetons ici, comme ils le disent, gravure de jetons Ago, c'est une très mauvaise traduction française, mais c'est pas du tout de leur site, c'est la traduction de Google. Les jetons Ago qui ne sont pas vendus pendant l'ICO peuvent être brûlés, c'est-à-dire totalement détruits. Vous connaissez le système de burn, ce qui limite le nombre de jetons disponibles sur le marché. Tous les jetons Ago qui ne sont pas brûlés peuvent être utilisés pour récompenser la communauté Agorabank. On en a parlé dans la première émission, Agorabank va sans doute mettre en place des airdrops. Ils sont aussi là évidemment pour récompenser tous les hodlers de leur token et tous les utilisateurs de leur plateforme. Donc si jamais il venait à y avoir encore des tokens en circulation après l'ICO et que tout n'a pas été vendu, à ce moment-là, évidemment, ils risquent de garder ces tokens en réserve afin de pouvoir récompenser un maximum leurs utilisateurs.
De plus, un nouveau système qui est introduit, ce sont les frais de transaction qui sont de 3%, très simplement avec 1% qui va être gardé pour les détenteurs de jetons AGO, donc pour récompenser tous les hodlers. Il y a 1% qui va être brûlé, donc burn, donc totalement détruit afin de, une fois de plus, diminuer l'offre. Et il y aura 1% qui va être gardé pour la fondation, donc là, une fois de plus, vous le savez, le projet garde 1% pour eux afin de pouvoir mettre en place des campagnes marketing, afin de pouvoir continuer de développer le projet, afin de pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Alors, je vous rappelle que le token AGO actuellement n'est pas listé sur les plus gros exchanges, il est simplement en ICO, Initial Coin Offering, ce qui veut simplement dire qu'ils ont pris une quantité de leurs AGO, qui sont ici en train de les vendre en ce qu'on appelle vente privée, et donc qui permet de pouvoir acheter des AGO à un prix qui est plus faible pour toutes les personnes avant-gardistes, pour toutes les personnes qui se disent « Ok, Agora Bank, le projet me plaît, je pense qu'il y a vraiment une belle possibilité de développement et que potentiellement leur token peut prendre de la valeur. Donc je prends un petit risque, je viens ici directement investir du capital sur le AGO lors de l'ICO et ça me permet à moi d'obtenir des AGO, donc du token moins cher que ce qu'il y aura lors de la vente publique. Donc lorsque le AGO sera directement listé sur les exchanges, eh bien le prix sera supérieur. On est aujourd'hui lors de l'ICO sur un prix du token à 0,4%. Alors ça, je peux vous le montrer directement ici, voilà, directement à cet endroit-là. Donc là, on y voit ici les différentes solutions qui ont été mises en place pour cette ICO. On voit qu'on a la solution Socrate qui permet ici d'acheter chaque token à 0,04 centimes. Platon, pareil, 4 centimes, 40 centimes pour Aristote. Le Pythagoras qui ici permet d'avoir chaque token, donc chaque AGO à 6 centimes. On a Épicure qui lui est à 8 centimes, le Thalès à 8 centimes et le Citoyen à 10 centimes. Donc comme vous le voyez, le Citoyen ici, c'est évidemment lorsqu'on vient ici mettre très peu de capital dans le AGO. Donc lorsqu'on est un petit investisseur et qu'on ne souhaite pas trop se mouiller, on va obtenir ici chaque AGO à 10 centimes et on est encore ici dans le cadre de l'ICO. Ce qui veut dire que potentiellement, lorsque le token sera listé, on sera à minima entre ici les 8 centimes qui sont listés pour le Thalès et les 10 centimes pour les Citoyens. Donc si on est parti ici sur Aristote, imaginons, et que on vient choper du AGO à 4 centimes, ça veut dire qu'on est déjà assis sur un x2, x2,5 lors du listing par la suite. C'est la raison pour laquelle ici le fait de sauter sur une ICO, lorsqu'on trouve qu'un projet est intéressant et qu'il peut vraiment avoir de l'avenir, ça peut être super intéressant parce qu'on a vraiment ici un achat à prix bradé. C'est vraiment ici ce que permet les ICO lorsqu'on est un investisseur long terme et qu'on croit sur un projet. Donc ici on a de belles performances à déjà pouvoir réaliser directement depuis l'ICO, donc c'est super intéressant. Donc comme expliqué, la distribution ici des 300 millions de tokens AGO se feront de cette manière, 66,7% qui seront directement distribués lors de l'ICO, donc lors de la vente que je vous ai expliqué tout à l'heure, les 11,6% qui eux seront gardés en réserve. Donc une fois de plus, ça va permettre au projet ici de pouvoir avoir des fonds pour continuer de développer la plateforme, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. etc. On a 11,7% qui sont gardés pour des récompenses, pour du marketing et du juridique. Donc les récompenses, c'est tout ce qui va être pour vous, utilisateurs et hodlers du marché. Donc pour tous les hodlers, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir ici des pourcentages de AGO qui sont redonnés. Il peut y avoir des airdrops, il peut y avoir ici des augmentations aussi, pourquoi pas, dans des pools de liquidités pour pouvoir faire du staking avec des rendements plus importants. Ensuite, le marketing, c'est pour permettre ici à Agora Bank de continuer de se développer et de toucher de nouveaux utilisateurs. Et pour le juridique, évidemment, quand on le sait, sur le marché crypto-monnaie et surtout lorsqu'on est sur le sol français, on a ici toute une équipe qu'on doit absolument avoir juste à nos côtés afin de pouvoir ici avancer dans les bonnes conditions et éviter de grosses erreurs qui, comme vous le savez, peuvent faire très très mal à un projet crypto-monnaie. Et après, il y aura 10% pour les partenaires et l'équipe. Donc voilà un petit peu comment est-ce que la distribution du token va se faire. Je vous ai parlé ici de l'ICO actuel, donc ici la possibilité de pouvoir, comme vous le voyez ici, avec 1000 $, rentrer sur le AGO, sur le pack ici qui s'appelle le Pythagoras. Donc vous allez déjà premièrement obtenir le token à 6 centimes. Vous allez obtenir ici 16 666 AGO directement. La remise sur les frais de transaction qui sera de 14%. Une remise en argent, donc lorsque vous allez obtenir la carte de crédit, la carte de dépense de Agora Bank, vous allez avoir ici du cashback à hauteur de 3%. Et ensuite, on a ici le bonus de parrainage pour les jetons AGO. Donc comme je vous en ai parlé, Agora Bank a mis en place un énorme système de référencement afin de référencer des amis sur cette plateforme bancaire décentralisée, ce qui va vous permettre à vous de pouvoir toucher une partie de les commissions du dépôt de votre ami, et votre ami lui va avoir aussi des privilèges et va avoir certains frais réduits grâce à votre lien de parrainage. Et donc là, vous allez obtenir jusqu'à 6% de bonus de parrainage pour les jetons AGO qui seront achetés par votre réseau, donc qui seront achetés directement par vos amis ou toutes les personnes que vous avez parrainées. Donc ici, ne serait-ce qu'avec le pack Pythagore, comme vous le
le voyez, vous pouvez ici investir 1000 $, avoir ici vos Ago à 6 centimes. Il y a évidemment des packs qui sont un petit peu plus intéressants, mais qui demandent du coup plus de capital. On a Aristote qui offre ici la possibilité d'obtenir les jetons à 4 centimes. On a 62 500 Ago, 16% de remise de frais sur les transactions, 4% de remise donc de cashback sur directement la carte de Agorabank et 7% pour les bonus de parrainage. Et après, plus vous descendez évidemment, si vous voulez moins vous mouiller, mais que vous souhaitez quand même potentiellement investir sur le Agorabank et que vous pensez ici qu'il y a une belle possibilité de développement, eh bien vous pouvez aller ici jusqu'à le pack Thales qui vous permet d'entrer directement avec 100 $. Vous allez obtenir à 8 centimes vos tokens, 1250 tokens. On a 10% de remise de frais sur les transactions, 1% de cashback et 6% sur directement toutes les personnes que vous allez faire venir ou qui vont acheter ici du Ago lors de l'ICO. Donc vous avez ici de toute façon tous les liens en description. N'hésitez pas à aller checker, à aller voir un petit peu les différentes possibilités, quel est le plus avantageux. Et ensuite les amis, faites vos propres recherches afin de savoir si investir ici sur le token Ago peut être intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la tokenomics qui est en place, qui est très bonne. Ils ont une très grosse équipe. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, c'est une émission de 19 minutes environ qui vous explique entièrement qu'est-ce que le projet Agorabank. Je vous invite à aller la voir afin de vous faire votre propre idée sur le projet. Et donc voilà, ici je vous mettrai aussi directement en lien comment investir. Donc ici Agorabank qui a mis en place ici un petit guide sur comment investir sur leur token directement de manière décentralisée, puisque vous le savez, c'est une plateforme bancaire décentralisée. Donc ce lien là aussi est dans la description. Il vous accompagne entièrement jusqu'à leur propre wallet pour savoir comment investir sur leur token lors de cette ICO. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire en voyant ça là directement, ça m'y a fait penser. Lorsque vous sautez sur l'occasion ici directement de l'ICO, vous voyez en dessous que vous allez mettre la main sur un NFT spécifique. Donc ici on a le NFT Socrate, le Platon, le Aristote, le Pythagore, on a l'Epic, le Thalès ainsi que le Citoyen. Donc les NFT ici qui sont directement mintés par Agorabank et qui vous sont directement attribués dès lors que vous rentrez sur cette ICO. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont en description, allez voir de quoi il en retourne et on va tout de suite pouvoir passer à l'analyse graphique. Yes, nous voilà donc enfin, j'ai envie de dire, sur l'analyse du Bitcoin en weekly. Donc comme d'habitude, le lundi, c'est l'émission weekly. On a ici eu la clôture weekly qui nous a été partagée. Donc c'est la clôture ici de la semaine entière. Regardez un petit peu quel type de chandelier japonais est-ce que nous avons là. On voit qu'on a un chandelier japonais qui de base n'est pas forcément mauvais pour les acheteurs. Donc c'est ici un gros combat qui a eu lieu. Donc on a eu ici une grosse mèche qui d'abord a été poussée par les acheteurs pour aller chercher les 21 448 $. Et finalement, on a revendu toute la mèche. Donc la pression vendeuse s'est montrée en fin de semaine pour nous ramener chercher ici une clôture aux alentours des 20 930 $. Pareil évidemment, en moitié de semaine, on avait eu ici une poussette baissière qui nous avait fait retester les 20 000 $. Donc la zone psychologique des 20 000 $, ce niveau de support très important. Et finalement, là encore, on a repoussé pour venir racheter aux 20 640 $. Le corps du chandelier japonais aujourd'hui ici est très petit évidemment. C'est un corps qui actuellement est acheteur. Donc c'est les acheteurs qui ont remporté la semaine précédente. Par contre, attention, on est venu clôturer directement au contact des 0,382 de Fibonacci en weekly. Pour rappel, les 0,382 de Fibonacci, c'est la première zone d'arrêt. Donc c'est la zone qui permet de tester la demande. Et si les whales voient ici que la demande n'est pas acheteuse au contact de cette première zone d'arrêt, mais qu'au contraire, les vendeurs ont beaucoup plus de force, eh bien elles auront un fort intérêt ici à renvoyer le prix plus bas. Pourquoi? Eh bien elles vont utiliser la pression vendeuse naturelle qui est actuellement sur le cours pour pouvoir déclencher des cascades de liquidation baissière et permettre ici du coup au prix du Bitcoin de revenir plus bas, notamment chercher ici sous les précédentes creux, sous les précédentes liquidités entre les 18 500 et les 18 000 $ tout rond. Et qu'est-ce que ça leur permet? Eh bien ça leur permet par la suite évidemment de pouvoir racheter un maximum de Bitcoin ici dans une zone qui évidemment leur est très importante et très intéressante, puisque si elles peuvent racheter du Bitcoin à 17 000, 18 000 $, évidemment elles ont de très belles positions pour le long terme si par la suite elles veulent relancer le cours. Donc on surveille bien tout ça. Pour l'instant la clôture weekly est très importante, il faut qu'on la surveille. On a eu ici cette clôture au contact des 0,382, ce n'est pas un énorme signal. On risque du coup sur cette semaine de devoir retester la demande acheteuse en allant voir et en allant ici directement chercher un niveau de support. On a un niveau de support ici majeur au 19 943, ici 19 565 $ qu'on pourrait revenir tester. On a aussi évidemment la zone entre les 20 480 et les 20 000 $ tout rond quasiment. Donc à surveiller sur cette semaine. On avait eu ici un départ avec un volume acheteur qui était très faible. Je vous en ai parlé maintenant depuis plusieurs semaines. Si on se fait rejeter une fois de plus de ce niveau-là, regardez ici comme ça montrerait une très mauvaise indication. On a un premier sommet ici, un deuxième sommet qui est encore plus bas que le premier sommet.
sommet et un troisième sommet ici qui serait encore plus bas que le précédent sommet. Donc on serait vraiment ici dans une disposition baissière avec des sommets de plus en plus bas, ce qui nous montre du coup que les acheteurs ont de moins en moins de force et qu'ils ont de plus en plus de mal à permettre ici au prix de repartir plus haut, et donc que potentiellement les vendeurs exercent une pression vendeuse trop importante. Donc attention, on reste prudent sur ça, on est toujours ici non loin de la zone de neutralité sur le MACD. Attention au retest de la zone de neutralité qu'on risque de faire sur cette semaine. Si la zone de neutralité tient et qu'on trouve rebond par la suite, ça pourrait permettre, comme vous le voyez ici, de conserver le W et de conserver une dynamique qui serait plutôt acheteuse, donc du momentum qui se déverse pour les acheteurs. Par contre, à l'inverse, vous le savez maintenant aussi, si on casse à la baisse cette zone de neutralité, on risque vraiment d'avoir une accélération baissière de la part du momentum et il nous faudrait surveiller le précédent bottom qu'il faut absolument garder afin de par la suite pouvoir trouver rebond. Donc là, pour vous schématiser un petit peu ce que je viens de vous dire, ça permettrait quoi? Eh bien, si ici on vient casser la zone de neutralité, on aurait une accélération baissière, et donc si on veut vraiment s'assurer que l'accélération baissière ne nous ramène pas dans les bas-fonds, 15 000, 13 000, 12 000 $, il faudrait tenir le précédent niveau de momentum, ce qui nous permettrait ici d'avoir du coup un rachat massif et donc de pouvoir totalement réintégrer le range par la suite. Donc voilà un petit peu de manière schématique ce que je voulais vous expliquer avec le MACD. On va regarder maintenant directement aux côtés du ratio long short. Là pareil, on est sur un petit W qui est en place sur le ratio long short, c'est plutôt un bon signal dans la zone de survente. Donc ça c'est super intéressant, on en parle depuis un certain temps. On est toujours dans la zone de survente en weekly, donc ce qui montre que les vendeurs n'ont plus énormément de force non plus. Ils ont de quoi nous envoyer un petit mouvement, mais ils n'ont pas non plus de quoi nous renvoyer directement chercher ici les 15 000, 14 000 $. Pour l'instant, on n'a pas assez de force, les vendeurs n'ont pas assez de force dans le momentum pour pouvoir réaliser ce type de mouvement là, donc c'est plutôt une bonne indication. Maintenant attention, l'indication qui serait plutôt mauvaise qu'on pourrait avoir, ce serait vraiment ici d'avoir une accélération haussière. Donc de voir ici du coup le prix repartir en dessus, juste revenir chercher ses liquidités des mèches précédentes, donc aux 25 000 $, et ensuite ici envoyer directement un mouvement baissier. Parce que là en fait sur le ratio long short, on revient d'être testé la zone de neutralité, on s'en ferait rejeter et là les vendeurs auraient de nouveau un maximum de force et donc ils pourraient totalement reverser toute la force dans un mouvement baissier qui pourrait être bien plus destructeur. Donc c'est pour cette raison vraiment qu'il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Il serait bien plus intéressant pour nous en tant qu'investisseurs de voir quelque chose de ce type, de partir maintenant à la baisse, d'aller chercher les liquidités plus basses des longues et ensuite d'y voir directement un rachat massif. Donc ça donnerait quelque chose de ce type. On revient chercher la zone de survente et ensuite seulement on croise pour renvoyer le mouvement. Là ce serait intéressant, là ça permettrait vraiment d'avoir de très très belles opportunités d'achat dans toute cette zone évidemment. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, on surveille bien tout ça, on reste prudent, mais si ça venait à avoir lieu, alors vous le savez, on aurait ici de très très belles opportunités. Et à l'inverse évidemment, si on trouve rebond à ce niveau-là et qu'on revient chercher les liquidités dans les 25 000, eh bien à ce moment-là, il faudrait vraiment potentiellement ici surveiller cette zone-là. Si on n'arrive pas à la tenir, alors il faudrait se mettre à vendre indirectement nos positions, sortir du marché parce qu'on aurait regardé ici ce M-Top Weekly qui se mettrait en place. Et là, oui, je verrais du coup un retour dans les 12-13 000 $. Pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas et je ne pense pas que c'est ce qui devrait avoir lieu au vu des indications actuelles, du faible volume acheteur, de la force vendeuse aujourd'hui qui peut permettre simplement un petit mouvement. Je nous verrais bien ici essayer de créer le décrochage baissier, chercher comme vous le voyez toutes les liquidités précédentes et seulement par la suite renvoyer un petit rebond. Donc attention sur le Bitcoin, évidemment en weekly on n'est pas sur les meilleures indications possibles. Les 0,382 qui nous font barrage, on s'est fait rejeter ici à 2 reprises avec 2 mèches, donc les vendeurs sont en train de se montrer, les acheteurs n'ont pas encore beaucoup de force, ils ne sont pas encore vraiment en train de déverser leur force sur l'achat. Et si on regarde ici le ruban de MyMobile qui est juste au-dessus de nos têtes, il est très très épais en termes de résistance. Donc dans tous les cas, ici dans l'instant T, ce serait très compliqué pour le Bitcoin de vraiment connaître un énorme rebond et aller chercher les 30 000 $. Donc on reste prudent, on peut avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à nous sur les semaines prochaines. Pour l'instant ce n'est pas le cas, on est plus aujourd'hui sur quelque chose qui nous montre un signal qui pourrait être plutôt baissier, un Bitcoin qui corrige, qui vient ici punir les altcoins de manière encore plus importante et seulement par la suite il pourrait trouver un certain rebond. On va voir maintenant la Bitcoin dominance qui est vraiment dans une belle disposition. Regardez la Bitcoin dominance, comme vous le voyez pour l'instant, on était ici sur une très forte correction de la Bitcoin dominance. On était revenu chercher les 48,46%. Ensuite, on a eu la grosse correction qui nous a ramené chercher les 38,85% de dominance. Et comme vous le voyez pour l'instant, on est en train de réaliser un W en weekly. Donc attention, il est à surveiller, il n'est pas encore validé. Pour le valider, il nous faut une cassure des 41,86. Mais si on casse bien les 41,86, alors on aurait un très très fort
fort W dans la Bitcoin dominance. Et donc ça nous montrerait quoi? Eh bien ça nous montrerait que de nouveau le Bitcoin a besoin de récupérer de la force afin de relancer le marché crypto. Et donc ce W là lui permettrait totalement de récupérer de la force, de réavoir à nouveau un maximum de liquidités qui sont déversées vers lui avant d'être déversées sur les altcoins. Donc ça montrerait aussi évidemment, si les liquidités se déversent ici sur le Bitcoin, eh bien qu'il y aurait moins de liquidités qui se déversent sur les altcoins, et donc évidemment que les altcoins risquent d'en pâtir. Donc que le mouvement baissier qu'on attend sur le Bitcoin pourrait simplement être là et se mettre en place uniquement pour venir récupérer de la dominance sur le Bitcoin et donc faire corriger plus fortement les altcoins. Donc là encore, la Bitcoin dominance nous partage ce signal que attention sur les altcoins, dans les semaines à venir, on a peut-être ici une correction qui nous attend, et en plus de ça, on a vu des shitcoins exploser, on a vu des altcoins réaliser 70-90% de hausse en 2-3 jours seulement. Donc ça remet un petit peu d'euphorie sur le marché, les investisseurs reviennent investir sur les alts, on les fait corriger avec une Bitcoin dominance qui repart fortement, et donc on punit les investisseurs qui se sont trop exposés aux altcoins. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a eu ici un rebond qui a eu lieu, retour au-dessus de la zone de neutralité, on est en train de retester la zone de neutralité. Si celle-ci tient, eh bien comme vous le voyez, ce serait un bon signal, on serait dans un W, et donc le momentum reviendrait à nouveau pour les acheteurs, on aurait défendu la zone de neutralité, et donc évidemment, bien ça ferait un maximum de liquidité déversée sur le Bitcoin. Si on regarde sur le MACD, sur le RSI plutôt, on est même là aussi dans une belle disposition, on était revenu tester ici non loin des 30 de RSI, ça a été sauvé, donc la pression acheteuse était bien présente, on reteste les 50 de RSI, ou du moins non loin des 50, on se fait rejeter et on vient réaliser l'ultime retest de la demande. Si on trouve ici un bottom plus haut que le précédent, eh bien on sera dans un W, et là vous le voyez pareil sur le RSI, ça permettrait d'attaquer les 50 de RSI et donc de récupérer à nouveau le momentum pour les acheteurs. Donc là pareil, belle indication pour l'instant, on est vraiment dans une belle disposition sur la Bitcoin dominance, surveillez-la un maximum, on est en bas de range, on voit que ça fait 2 fois que les mèches sont immédiatement rachetées, donc évidemment il y a une force acheteuse sur cette fameuse Bitcoin dominance, donc potentiellement ici qui rachète tous les dips sur le Bitcoin, donc restez bien prudents, on voit que la borne haut du range nous ramènerait au 48%. On est actuellement en bas de range. Si on passe du bas de range au haut de range, ça risque vraiment de faire mal pour les altcoins. Donc là pareil, très belle Bitcoin dominance, la disposition est plutôt bonne, on est en train de sauver le bas du range, donc surveillez bien la Bitcoin dominance, c'est très important. On revient maintenant directement sur Ethereum. Ethereum, la clôture a été un petit peu plus baissière que sur le Bitcoin, donc là aussi ça montre un premier signal que la pression vendeuse est un petit peu plus importante sur les alts que sur le Bitcoin lui-même. On est pareil ici en weekly sur 3 tops de plus en plus bas, c'est un très mauvais signal, cela montre qu'à chaque fois que les acheteurs essayent de pousser le prix plus haut, eh bien ils ont du mal et ils se font directement rejeter par la pression vendeuse. Donc attention, ce n'est pas un bon signal. On se rappelle aussi que on avait eu ici cette première correction en M-top sur Ether qui est revenu chercher un niveau de support. Donc le niveau de support ici très important entre les 1300 et les 1256 $. On trouve rebond, on teste la demande et comme vous le voyez pour l'instant la demande est rejetée puisqu'on est bien plus bas que le précédent top. Donc si sur cette semaine on y voit une réaction vendeuse immédiate, eh bien vous le voyez, on serait sur un triple top et là Ethereum viendrait casser sa zone de support, on reviendrait directement dans les bas-fonds et je vous rappelle que notre objectif à nous c'est d'avoir de l'Ether entre les 1008 et les 876 $. Si Ether revient dans cette zone, alors on aura une très belle opportunité d'achat et on rentrera à nouveau très fortement sur Ether. Donc là pour l'instant attention, le signal n'est pas très bon, on n'a vraiment pas grand chose, j'ai envie de dire, de bullish. 3 tops de plus en plus bas, la pression vendeuse qui est revendue ici immédiatement puisque vous voyez 2 mèches qui ont été vendues, on était revenu tester les 1675 $, mais finalement on a trouvé une clôture aux 1586, donc à surveiller. Cette semaine va être extrêmement importante pour Ether. Si on a un champ d'œil japonais qui est plein de la part des vendeurs, alors on sera dans une disposition d'étoile du soir et donc là on a de fortes probabilités d'avoir un fort retour baissier. Par contre à l'inverse évidemment, si on trouve une clôture au-dessus des 1681 $, donc directement de la mèche précédente, donc de la semaine précédente, ici à ce moment-là, ok, on pourrait avoir quelque chose de bullish puisque ça nous permettrait de revenir au-dessus du précédent top. Mais pour l'instant on n'est pas du tout sur ces indications, donc restez vraiment prudent sur Ethereum.
On va regarder sur le MACD, regardez un petit peu là sur le MACD, on a 3 tops ici au-dessus de la zone de neutralité qui commencent à s'essouffler. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien pour rappel, on avait eu ce petit W qui nous a permis de repasser au-dessus de la zone de neutralité, mais lorsqu'on est au-dessus de la zone de neutralité, ce qu'il faut c'est une décorrélation. Si on n'a pas de décorrélation, ça montre quoi? Ça montre que les acheteurs n'ont pas assez de momentum, qu'ils n'arrivent pas à maintenir ici le momentum au-dessus de la zone de neutralité, donc ils s'essoufflent, et quand ils s'essoufflent, eh bien les vendeurs récupèrent de la force, et après ils nous renvoient un mouvement ici, triple top au-dessus de la zone de neutralité, on repasse sous la zone de neutralité et donc ça fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une accélération baissière sur l'actif et donc pas mal de pression vendeuse. Donc là pareil, hein, sur Ethereum, on voit concrètement que le momentum acheteur commence vraiment à perdre de son souffle depuis qu'on est repassé au-dessus. Et on n'était pas repassé au-dessus du momentum ici, donc au-dessus de la zone de neutralité depuis le 8 novembre 2021. Donc là aussi, il ne faut pas leur demander trop. Quand on y repasse pour la première fois, il est assez habituel de voir que les acheteurs s'essoufflent, on corrige une dernière fois et après seulement on renvoie le cours. Donc je vous dis ça une fois de plus, à vous de prendre les indications qui vous plaisent, mais je vous partage ce momentum qui est très souvent mis en place. L'expérience en parle, on a vraiment l'habitude ici lorsque les acheteurs n'arrivent pas à décorréler d'y voir ici directement un actif qui s'essouffle en termes de force acheteuse. Et si on regarde sur le RSI, on est revenu non loin des 50, on n'arrive pas à les regagner, on est revenu les retester en tant que résistance ou pas loin, ce qui nous a permis de tester la demande. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là? Bien généralement, ça ici nous renvoie sur un triple top, retester les 30, on met en place ici un rebond sur les 30, ça nous fait une divergence haussière, on a un W dans le momentum et à ce moment-là seulement on pourrait se relancer. Donc ça nous ferait une relance seulement début décembre, mi-décembre, avec une correction ici assez importante directement sur Ether. Donc pareil, restez prudent. Et pareil dans le ruban, ici, on s'est fait rejeter, on a échoué. Deuxième retest, on a échoué. Troisième retest, on est en train d'échouer. Et vous le savez, 3 retests sur le ruban en échec, ça nous renvoie ici à un mouvement baissier très important généralement. Donc restez prudent sur Ethereum. On va aller voir maintenant sur le crypto total. Je vous rappelle qu'on avait retesté sur la semaine précédente les 1000 milliards de capitalisation. Donc ici, toute cette zone, c'est les 1000 milliards de capitalisation. Et malheureusement, c'est un simple retest en tant que résistance. Pour l'instant, on s'en fait rejeter là encore. Les 1000 milliards, on n'a pas réussi à les sauver en tant que clôture puisqu'on a clôturé aux 982 milliards de capitalisation. On est là aussi sur un double, triple échec. On est ici en train d'avoir du mal à franchir cette zone de résistance aux 976 milliards jusqu'aux 948 milliards. Donc attention à ce rejet-là qui, comme vous le voyez, pourrait être un gros M-top. Et là, ça pareil, hein, ça nous reviendrait chercher directement, même plus bas, toutes les liquidités précédentes sur les altcoins. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça ferait ici une correction sur les altcoins de l'ordre de directement sur la mèche précédente de 22%. Donc mettez-vous en sécurité, attention sur les altcoins évidemment, puisqu'on est vraiment ici sur un signe d'essoufflement. On y voit un petit peu la même chose sur le MACD. On a ici des tops qui commencent à avoir du mal à se décorréler de la zone de neutralité. Donc on surveille la zone de neutralité, c'est toujours elle qui fera office de foi. On va revenir de toute façon la tester en tant que support. Mais si elle cède et qu'on clôture weekly en dessous, alors là on risque vraiment d'avoir une accélération baissière assez rapide. Mais si on regarde maintenant sur le ratio long short, ce qui est intéressant, c'est que pareil, on est toujours très proche de la zone de survente. Donc les vendeurs ont un petit peu de force, mais n'ont pas non plus énormément de force pour nous ramener beaucoup plus bas. Donc ce n'est pas la fin du marché crypto, mais c'est simplement ici une correction un petit peu plus importante qui pourrait se mettre en place. Donc on surveille ça, on est quand même ici sur un W, donc c'est un signal qui est pas mauvais, j'ai envie de dire, dans le momentum. Maintenant à surveiller, est-ce qu'on va le valider et revenir chercher d'abord notre objectif ? Et ensuite par la suite seulement corriger, ce qui là serait assez dommage puisque ça offrirait la possibilité aux vendeurs de récupérer plus de force et donc de nous faire corriger bien plus important. Ou alors est-ce qu'on fait un petit peu comme d'habitude, on corrige tout de suite, on revient tester la zone de neutralité et seulement à ce moment-là on se relance. Là ce serait plus intéressant puisque ça permettrait de faire directement ça, on valide le M et ensuite on repart et on réintègre. Donc on surveille ça, en tout cas crypto total, ici l'échec des 1000 milliards c'est un très mauvais signal, triple top pareil, très mauvais signal, retest de l'EM à 21 et directement au contact avec la mèche, c'est immédiatement revendu. Ça fait pas mal de signaux qui sont bears. La pression pour l'instant est bien plus vendeuse. On est toujours dans une disposition baissière. Donc surveillez bien les altcoins, ça risque de faire
assez mal. Et maintenant, on passe directement sur le dollar en weekly. Je vous rappelle que le dollar, c'est un petit peu mon indicateur privilégié pour ces prochains temps. Tant que le dollar n'aura pas ici signé concrètement un M-top, alors à ce moment-là, attention, ça risque de faire un petit peu plus de mal sur les altcoins et donc potentiellement que le dollar risque de continuer son ascension haussière. Donc on reste prudent pour l'instant. Le dollar nous montre un gros signal baissier. Ça, c'est un super signal pour le marché crypto-monnaie dans les semaines à venir. On a clôturé ici directement sur une étoile filante. En weekly, surtout une étoile filante de cette taille, c'est quand même vachement intéressant. Ça nous montre ici que les acheteurs ont testé la demande, ils ont vraiment essayé de repartir, mais ils n'ont pas réussi, que la pression vendeuse a été trop importante. On nous a rejeté ici des 113,14 points jusqu'à trouver une clôture aux 110,78 points. Et c'est sur le dollar, donc c'est quand même très important. Ça fait une rejet dans la même semaine directement ici de 2% dans la même semaine, juste le rejet de la mèche. Donc il y a quand même ici un bon signal qui nous montre que les vendeurs sont présents. Donc on surveille ça sur le dollar. On peut potentiellement revenir s'enfoncer dans la zone de rechargement acheteuse. La zone de rechargement acheteuse, vous le savez, de manière long terme, elle risque d'abord de nous permettre de trouver rebond. Et là, à ce moment-là seulement, si on ne trouve pas un top plus haut, donc si on trouve un top plus bas, là, on pourrait mettre en place le premier M-top weekly et commencer à corriger. Mais si on ne fait pas ça et qu'on fait simplement ici un rebond qui nous permet de repasser au-dessus des précédents tops, donc au-dessus des 113,33 points, alors là vous le savez aussi, le dollar repart à la hausse et on est toujours du coup dans une disposition avec des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts. Donc bref, vous le connaissez maintenant, ça continuerait une dynamique haussière. Par contre, le signal qu'on a sur le MACD qui nous montre que là oui, le dollar est vraiment en train de commencer à potentiellement s'essouffler en tant qu'acheteur, c'est ici ce fameux M-top, cassure de zone de neutralité. Donc on a vraiment ici l'accélération en termes de momentum vendeur. Là, la libération, donc vu qu'on a cassé la zone de neutralité, on a libéré une pression vendeuse plus importante et c'est ça aussi qui nous a fait rejeter toute cette mèche. Donc on surveille cette semaine. Je m'attends de toute façon à un petit rebond sur le dollar. On pourrait sur cette semaine s'enfoncer un peu plus, revenir chercher les 109,17 points et ensuite revenir tester les 0,382. Et si là, on casse pas les 0,382 et qu'on s'en fait rejeter, bah là, c'est cool. On a le M-top et donc, on va dire à peu près au début décembre 2022, le dollar se mettrait concrètement à corriger et donc ça permettrait au Bitcoin et au marché crypto-monnaie d'essayer de repartir. Et là, regardez le ratio long-short, on est complètement suracheté. Les acheteurs n'ont absolument plus de force. On risque de corriger. Quand on va quitter cette zone, ça va vraiment déverser de nouveau des liquidités vendeuses. Donc, surveillez bien ça. Le dollar est enfin en train de nous partager un signal qui va être bullish pour le marché crypto, qui nous dit que là, oui, le dollar risque de enfin commencer une certaine correction et enfin commencer à souffler puisque les acheteurs n'ont plus de force. Et là pareil, triple top au-dessus des 70, on se fait rejeter des 70 dans un M-top. Donc là, c'est plutôt aussi une bonne indication. Dans un premier temps, soit on rebondit juste tester les 70 et là on met en place le M-top et c'est correction immédiate. Soit on revient tester les 50, un petit rebond léger, on reteste la zone de résistance des ici 61,97 et ensuite on vient casser les 50. En tout cas, on a très bons signaux pour une correction sur le dollar et donc qui d'ici peu du coup risque enfin de permettre aux alts et au marché crypto de repartir dans un bon train. Maintenant, attention évidemment, ce n'est pas encore joué, ça ne va pas encore être tout de suite retranscrit sur le marché crypto. Donc pour la semaine qui arrive et potentiellement la semaine d'après et peut-être même le mois à venir, il va vraiment falloir rester prudent sur le marché crypto-monnaie. Il y a toujours ce sentiment qui nous montre que les acheteurs n'ont pas de force et donc que potentiellement les vendeurs risquent d'envoyer un dernier mouvement. Yes la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment fait kiffer un maximum et surtout qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto. On est toujours ici dans quelque chose de plutôt bearish, malheureusement. Vous le savez pour ma part ici sur la chaîne de Cryptologique, donc sur ma chaîne directement. On est ici sur un certain niveau de franchise. Je ne vous dirai pas que le marché va partir à la hausse juste pour vous faire plaisir. Quand j'ai l'impression et quand je vois par rapport à mes indications qu'on part à la baisse, je vous le dis de manière franche. Je sais que ça déplaît à certains. Je sais qu'il y en a qui aimeraient que je vous dise que ça va partir à la hausse, mais quand ce n'est pas le cas, je préfère être franc avec vous. Ça vous permettra à vous de vous mettre en sécurité et aussi potentiellement de comprendre qu'est-ce qu'il se passe sur le marché. Donc cette vidéo est déjà très longue, je ne vais pas vous faire une conclusion bien plus longue que ça. Si vous avez kiffé l'émission, laissez votre meilleur like et dites-moi dans les commentaires quelle a été la partie de cette longue émission qui vous a le plus fait kiffer et qu'est-ce que vous aimeriez revoir dans les prochaines émissions. Et je vais pouvoir vous laisser directement. Comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.